Yo yo, MC Romar, sentinelle de la randonnée, traversant les fumigènes de ma destinée. Bienvenue sur la chaîne Papillon. Je voudrais poser un like à Seb, Sidonie et Elodie, en faisant passer le message de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Et spécial merci à Sophie pour la super papillonnerie. Vous pouvez soutenir la chaîne en donnant un pourboire sur Tipeee. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez qu'on reste en vie. Spécial like à Mère Nature pour tout ce qu'elle nous donne. Merci, merci. Je pose une prière en passant, une sorte de pierre face au vent, pour que tombe ce qui n'est pas vrai en rencontrant mes mensonges. Parce que le réel est plus grand que les rêves d'idéaux puissants. Oh gros, quel bras nous berce réellement. Oh gros, un peu d'humilité en passant. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller rencontrer une productrice. On va au jardin de Joël. On va aller voir si les salades sont belles, si tout pousse bien, et puis j'espère qu'on va pouvoir rentrer un peu dans les détails sur sa façon de travailler, sa façon de voir les choses. Voilà. Donc c'est parti les copains. En route papillon. Donc Joël, elle est sur le secteur de Château-Ponsac. Coucou les filles. Ça a l'air d'aller, il fait bon chez vous. Alors où est Ginette? Ginette, c'est toi Ginette. Et ils ont tout un prénom en plus. Voilà, on est arrivé au jardin de Joël. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Bon, merci de nous accueillir, merci pour le papillon, de faire cette petite vidéo. Donc ça fait un moment qu'on se connaît. Oui. Et je suis venu pour visiter et voir un petit peu comment tu procèdes, comment tu travailles, et puis pour présenter un peu aux gens aussi, aux clients, et puis à ceux qui sont intéressés pour voir le travail d'un maraîcher, parce que c'est quelque chose d'assez technique. Et donc tu fais aussi des poules. Oui, Voilà. Petit plancher de poules, 170 poules pondeuses, voilà, qui vont en complément sur les paniers et pour les boutiques. Donc du coup, il faut préciser à tout le monde que tu es en bio. En bio, Oui. voilà. Donc tu es arrivé, tu as commencé quand en fait? J'ai commencé en janvier 2012. Et ben ça fait 7 ans. D'accord. Donc installation, tu es cotisant solidaire ou pleinement installé? Je suis pleinement installée depuis le début. Ok. J'ai bénéficié d'une DJA, dotation jeune agriculteur. Ok. Je me suis installée, comment dirais-je, sur un format vraiment classique agricole aujourd'hui. Voilà. Ouais. Okay. Répondant à toutes les exigences administratives qui vont avec cette dotation. Donc bien lourde aussi. Bien lourde, voilà. Mais par contre, ça m'a permis d'investir dans une jolie serre qu'on va voir tout à l'heure. Pour démarrer, c'était le point de départ, voilà. Ouais. Donc là, 7 ans, je vais bientôt être séparée de toute obligation. D'accord. Et du coup, label bio, du coup, tu es certifié par quel EcoCert, D'accord. parce que c'est ceux qui tournent dans le quartier. Peut-être je vais évoluer sur d'autres choses parce que je travaille avec un producteur de plants qui est certifié biocohérence. D'accord. Et je trouve que c'est bien aussi parce que ça va plus loin et il y a une démarche écologique qui est ajoutée à la bio, qui en bio EcoCert n'est pas forcément. Ouais. Voilà. Parce que bio ne veut pas dire écologique. Ouais. Voilà. Donc les poules, du coup, tu fais des œufs, donc Oui. Où est-ce que tu distribues les œufs? Alors sur mon marché, je fais 2 marchés. Le samedi matin à Château-Ponsac. Ouais. Et en juillet-août, je fais Saint-Pardoux le mercredi matin. Après la boutique, le panier du coin à la souterraine. Et après,
Après dans les paniers. On fait les paniers le mercredi après-midi, paniers de légumes, où on met des œufs aussi dedans. Tu livres ou les gens viennent? Non, je livre. Le contexte ici, c'est extrêmement rural. Ouais. Donc au niveau des paniers, on a été obligé de s'adapter à cette ruralité. Alors ruralité, ça veut dire que j'ai des gens d'un certain âge qui ont des soucis pour se déplacer. Donc eux, je livre. Et j'ai aussi, ruralité veut dire aussi que les gens ont des maisons avec des jardins, font des parties de potager. Donc il faut qu'on se cale aussi sur eux ce qu'ils font. Mais finalement ça se passe pas trop mal parce que j'ai aussi des maisons secondaires. Des gens qui viennent habiter en été. Donc j'en ai qui s'arrêtent parce qu'ils ont leur jardin qui leur donne assez. Mais par contre j'ai ces gens qui ont ces maisons secondaires qui viennent prendre des paniers. Puis souvent en plus c'est des gens qui gardent leurs petits-enfants. Donc c'est des familles assez nombreuses. Donc voilà. On est très souple sur les paniers. On n'a pas de contrat, on n'a pas de choses comme ça. Donc du coup, tu as combien de tunnels comme ça? Alors, j'ai 2 tunnels. En fait, j'ai une multi-chapelle avec 2 tunnels de 42 mètres linéaires par 6 d'ouverture. J'ai l'autre qui est un petit peu plus petite, qui fait 36 de long par 6 de large, parce qu'il y a le shed, donc on l'a fait plus petite. Et il y a celle-là qui fait 30 mètres par 6. D'accord. Voilà. Et on a monté 2 petits tunnels, type tunnel à fraisier, pour faire des... Il y aura des fraises dessous. Ok. Voilà. Donc toi, tu as fait le choix en fait de faire du maraîchage en multiculture, puisque Oui. je vois il y a vraiment toute espèce de variété. Oui. Alors on voit beaucoup de maraîchers qui se spécialisent en fait. Et toi, pourquoi est-ce que tu as décidé, en sachant que c'est plus complexe, de garder, de faire plein de variétés comme ça C'est mon mode de commercialisation qui a fait que j'ai choisi plusieurs variétés parce que je vends tout en vente directe. Voilà. Donc pour pouvoir faire des paniers, il faut au moins avoir 5 variétés différentes en permanence. Et c'est aussi parce que ça me plaît. Enfin, j'aime tous les légumes. Il n'y a que le fenouil que j'avais plus de mal, mais ça y est, à force d'en manger, j'aime ça. Ça y est. Sinon, j'aime tous les autres. Tous les autres, voilà. Et ce qui me plaît, c'est de jamais faire la même chose, voilà. Ouais. Et peut-être que c'est cette complexité, cette technicité qui m'intéresse aussi. Voilà. Après, je reste persuadée qu'on est quand même, et j'ai suivi pas mal de formations dans ce sens-là, je pense que même en bio, on reste très traumatisant pour nos sols, parce qu'on leur demande énormément. Un maraîcher, il va faire, alors je vais parler financier, mais ça représente quand même, on va demander sur un hectare quasiment 35 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'on va lui demander une très très forte production. Donc, et je pense qu'il y a des fois, même en bio, on est traumatisant pour le sol. Même, pour avoir ces rendements, on apporte, bon, bien sûr, des choses qui sont agréées en bio et tout. On apporte des fumiers déshydratés, des choses comme ça. Mais au bout de 7 ans, je me dis, faut pas perdre de vue je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Parce on leur demande vraiment beaucoup. Et déjà au début on l'a bourré tous les ans. On a fait ça pendant les 4 premières années. Maintenant on ne laboure plus. On ne travaille qu'avec des dents. J'ai acheté un rotavator. C'est pareil, c'est très traumatisant. C'est super pour faire un lit de semences, mais on s'est rendu compte que ça hachait tellement qu'on avait perdu de la structure, qu'on n'avait plus de petites mottes comme ça. On avait des sols complètement lisses. Et dès qu'il pleuvait, c'était catastrophique. Nous, on cherche à s'en passer. Et par contre, on a racheté des outils à dents. Donc on a différentes tailles de dents. On a un cultivateur, donc qui est une grosse dent qui va travailler plus profond. On a un vibroculteur, donc qui est une dent plus épaisse mais qui va travailler le lit de semences. Et là, elle doit arriver cet été. On va travailler avec une RC-Tri, donc c'est des dents encore plus légères qui elles auront plus une fonction de désherbage, mais qui pourront aussi permettre de faire un lit de semences fin sans passer avec des outils animés. Voilà. C'est pareil, j'avais acheté un motoculteur il y a 7 ans. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas utilisé. Aujourd'hui, on est heureux. Enfin, voilà. On ne vit pas encore notre travail. Ça, c'est quelque chose qui me révolte par moments. Je me dis, mais on devrait pouvoir arriver à vivre de notre travail. Pourquoi on n'y arrive pas? Voilà.
Enfin, arriver à vivre après, voilà, ça dépend des besoins qu'on a, mais Est-ce que tu as une technique particulière en fait pour cultiver? Est-ce que tu as été formé en fait sur tel... alors j'ai pas de technique particulière. Par contre, je suis en besoin de connaissances, vraiment, parce que et puis aujourd'hui, il sort beaucoup de livres. Il y a plein de sortes de formations autour du sol, Alors, il y en a qui l'abordent de façon scientifique, d'autres par les petites bêtes, d'autres par la structure du sol. Enfin, il se dit beaucoup de choses. Et alors moi, j'accumule de la connaissance et je le digère après parce que c'est long à digérer. Voilà, donc une technique, non. Plusieurs, oui. L'année dernière, j'ai suivi une formation, la méthode Érodi, qui a une approche très... on fait des trous dans la terre, on regarde, enfin vraiment Très organique. très organique. Ouais. Et donc ton sol, toi, du coup, c'est un sol comment que Alors moi, tu as j'ai un ici? sol sablo-limoneux. Ouais, il est léger. Il est très léger. Alors, comme tous les sols, il a ses avantages et ses inconvénients. Il faut apprendre à travailler avec. Son gros avantage, c'est qu'il est facile à travailler dans le sens où, même s'il est humide, quand on travaille dehors, on va pouvoir vite rentrer dans nos champs s'il y a besoin de désherber, s'il y a besoin de planter. Il va se réchauffer plus vite aussi qu'un sol argileux qui va être beaucoup plus... Donc du coup, peut-être qu'il garde moins l'eau. Par contre, il garde vraiment beaucoup moins l'eau. Moi, je suis obligée d'arroser très souvent, en petite quantité. Donc on arrose goutte à goutte, aspersion. On a toujours les deux systèmes. Mais on se voit bien qu'en goutte à goutte, on a du mal à faire ce qu'ils appellent la belle bulle. Là. Nous, on a tendance à faire, quand on creuse, on a une bulle allongée. Parce que ça a plutôt tendance. Donc ça veut dire qu'il faut arroser très souvent. Et donc au niveau de l'eau, t'en es où là de tes... Alors l'eau, ça a été une très grosse problématique. C'est quelque chose que quand je me suis installée, que je ne maîtrisais pas du tout, qui m'inquiétait pas trop parce que j'avais toujours fait un potager avec mon papa et finalement on arrosait très peu. Et en fait, je me suis rendu compte avec les années et tout que le Limousin où il pleut 15 jours, une fois tous les 15 jours, c'est fini. Ça n'existe plus. L'année dernière, on a passé 4 mois sans une averse ici. Donc ça, c'est une vraie problématique. On a des vents aussi qu'on n'avait pas avant, qui sont très séchants, qui perturbent aussi les sols. J'avais un puits qui m'a suffi la première année, mais dès la deuxième, il a fallu commencer à réfléchir parce que l'été, il n'a pas suffi. Je me suis fait leurrer, j'ai fait un forage, on m'avait annoncé 3 mètres cubes à l'heure. Je ne les ai pas du tout. J'avais fait un petit bassin pour retenir cette eau, mais il ne suffit pas. On a recreusé un autre, beaucoup plus gros bassin cette année pour être tranquille en fait. Et puis ça m'embête, ce forage en fait me pose un problème éthique. Aller puiser dans le fond, ça me pose un souci alors qu'on a des serres où il y a de l'eau qui tombe dessus, on a des toitures. Et aujourd'hui j'ai un petit peu changé d'avis et je suis vraiment pour du stockage en fait. Et je pense qu'il faut qu'on améliore notre capacité de stockage pour à la saison des pluies stocker et après utiliser cette eau de pluie. En plus, ça pose un autre problème, c'est que quand on utilise des eaux de forage, elles sont minérales ces eaux. Et au niveau de nos sols, nos serres, on ne les bouge pas. Et je pense que ça va poser des problématiques et on va avoir des blocages. Parce qu'elles sont trop minéralisées. Alors que l'eau de pluie, elle n'a pas de minéraux. Donc elle est beaucoup plus intéressante. Et je pense qu'on va gagner. Enfin voilà. Aujourd'hui, le but, on a fait creuser un trou. Il nous conviendrait en volume. Par contre, il ne retient pas l'eau à cause de mes sols. Il va falloir que j'ai l'équipe d'une géomembrane, mais c'est un gros budget. C'est 9 000 €. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de payer ça. Mais le but, ça sera de stocker cette eau, qui est beaucoup plus intéressante. Donc, tu me disais aussi en fait que du coup les plants, tu travailles avec quelqu'un qui est en Dordogne, c'est ça? Ouais, Kevin Forster. D'accord. Et donc lui est spécialisé dans les plants. Plants bio, en biocohérence. Moi, je travaille avec Kevin parce que j'aime pas trop faire mes plants. Et pour moi, c'est un métier à part entière. Ouais. C'est vraiment... et c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de louper. Parce que derrière, des fois, je dis les plants, c'est un peu comme les enfants. Il y a des choses à pas louper dans la petite enfance. Voilà. Et si on loupe, on le traîne toute sa vie. Je ne suis pas quelqu'un... de très organisé et le maraîchage demande d'être très organisé, très rigoureux. Il n'y a pas de place à l'à peu près et le fait de travailler avec Kevin, en fait,
je prends le parti de me libérer, enfin, je répartis les responsabilités et le travail, et je lui confie ça, je lui donne mon rythme, la cadence, c'est-à-dire que en fait, tous les ans, je remplis un calendrier, je lui dis ce que je veux, et il me livre tous les 15 jours. Pour les professionnels, il y a 2 producteurs de plants sur la Haute-Vienne et dans le secteur. Donc voilà, là on est arrivé, la culture de plein champ. Ouais, ça va, c'est une parcelle, elle est prête, on la laisse bien se mouiller là, on en profite, elle a été fertilisée. Et là, elle va être couverte complètement parce qu'on va faire toutes les courges et les courgettes. Et puis là, en fait, ce que j'attends vraiment, c'est vraiment que ça soit bien mouillé. Et je voudrais voir si quand on bâche, on arrive à maintenir cette humidité. Parce que ça m'embêterait vraiment d'avoir à arroser les courges. Elle a été couverte tout l'hiver, cette parcelle, elle a eu un engrais vert. D'accord. Notre objectif, c'est pas d'aller contre la nature, mais c'est de mettre tous les éléments favorables pour avoir une saison plus longue que ce qu'on aurait dehors. Voilà, et c'est par la serre qu'on arrive à faire ça, ce microclimat. Et puis ce printemps, il est difficile. Il est difficile parce qu'il a été très sec au début et il n'est pas chaud du tout parce qu'il y a des températures très très basses les nuits. Là, cette année, on a eu beaucoup moins de pluie, même on manque d'eau. Mais par contre, on a des sols qui sont froids. Donc on cherche des systèmes pour réchauffer les sols. J'ai voulu essayer ça, c'est pas très concluant. Il y a beaucoup de mauvaises herbes. Bon, ça, c'est un semis de carotte qui a désherbé. Ça, c'est... Il y a du taf là. Il y a beaucoup de travail. Petits, ils sont où? Mais c'est énorme. Je sais même pas si on arrivera. Tu vois, elles sont là. Elles sont là, et ça c'est une vraie problématique sur notre ferme. Ça vient peut-être de nos pratiques. Hein. Bon alors s'il y a des amateurs là pour venir filer un coup de main pour désherber les carottes, hein, vous êtes les bienvenus. Et puis ça c'est des petites blettes. Des blettes. Qui sont contentes là, qui ont eu de la pluie. Et petites betteraves. Voilà, elles sont repiquées mais elles ont froid. Elles vont repartir, c'est quoi? Ici, c'est des pommes de terre. La bonne patate. Tu fais quoi comme variété de pommes de terre? Là, c'est de la primeur, c'est Altesse et Anoé. Altesse et Anoé. Et par contre, sur les choux de printemps, je travaille avec des variétés hybrides. Parce que ça, on peut en parler. Déjà, je voulais repréciser qu'il y a une grosse différence. Parce que des fois, il y a des amalgames qui sont faits entre les OGM et les hybrides. L'hybride, c'est juste que c'est la main de l'homme qui fait rencontrer un mâle et une femelle. C'est juste ça. On ne va pas travailler, on n'intervient pas dans le génome, on n'intervient pas dans tout ça. Par contre, ça soulève un autre problème éthique, c'est que les fruits de ces légumes hybrides, il y a un tiers qui va exprimer le père, un tiers qui va exprimer la mère et un tiers qui va exprimer les deux. À l'opposé de ce qu'on appelle nos variétés population, qui elles, les variétés population, vous ressemez les graines et ça va redonner le plant que vous avez à 90%. Voilà. Donc il y a le pour et le contre. Le gros problème la grosse problématique de l'hybride, c'est qu'on ne prend plus le temps de fixer des variétés population parce qu'on va très vite. Donc et par contre, on est obligé de racheter nos graines tous les ans si on veut avoir le même individu. Donc là, voilà, ça soulève un problème éthique net qui est grave parce qu'on ne peut plus échanger nos graines parce on n'a plus de variété population. L'hybride a un autre avantage aussi, nous, chez les maraîchers, et notamment sur le chou, et c'est pour ça que c'est tentant d'en faire et que nous, on en fait pour les légumes de printemps, enfin pour le chou de printemps. C'est un hybride, nous sommes tous des hybrides. Et le gros avantage, c'est que quand on mélange des individus complètement différents, c'est qu'on a une puissance de pousse. On va avoir un individu, enfin un chou, qui va être beaucoup plus vigoureux que quand on est sur des variétés population. Parce que, voilà, ça c'est de la génétique, je ne sais pas l'expliquer, mais à l'observation, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus vigoureux. Et l'avantage sur un chou, c'est que notamment sur un chou-fleur, si on est sur un hybride, on va le récolter dans les 15 jours, ils auront tous fait leurs fleurs. Alors que si on est sur une population, des fois ça peut s'étaler sur un mois. Alors ça dépend ce qu'on recherche, et des fois on va chercher à étaler
la floraison. Et il y a des fois, ça va nous arranger de l'avoir regroupée. Une parcelle en attente. En attente pour une plantation de en poireaux. faux semis. Ouais, Et tu vas faire du poireau sur tout. quasiment. D'accord. Donc là, la fameuse machine donc est passée, Ici. les herbages mécaniques, et là, elle n'est pas passée. Et ben, ça a l'air de bien travailler quand même. Hein. Donc du coup, en culture plein champ, tu as combien de surface À 1 hectare. D'accord. Et donc tu me disais du coup que ton homme vient de rejoindre Oui. la production. Depuis janvier, il est installé en conjoint collaborateur avec moi. D'accord, donc c'est parti pour l'aventure, À deux. la grande aventure. Il n'y a plus de Voilà. sécurité, plus de filet de sécurité. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut qu'on arrive à vivre de notre métier.